Rebonjour pour tous ceux qui sont avec nous pour ce deuxième atelier débat sur le choix du béton préfabriqué pour des réseaux durables. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Thibault Ledeuf du CERIB, ingénieur au département de travaux publics. Peut-être Thibault nous donner deux mots du CERIB. Qui est le CERIB et que fait le CERIB? Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Thibault Ledeuf comme l'a indiqué monsieur Eto. Donc le CERIB, comme je vous l'ai indiqué un petit peu plus tard, voilà, c'est le centre d'études et recherche pour l'industrie du béton. Donc on réalise des travaux pour, des études notamment et des essais, pour l'industrie du béton. Je vais vous en parler un petit peu plus dans le détail par la suite. Donc, on a travaillé, préparé cet atelier en deux parties. Une première partie d'explication du contexte, des enjeux du béton préfabriqué, et puis une qui va durer environ 30 minutes. C'est Thibault qui va beaucoup parler et beaucoup expliquer les choses. Vous verrez, c'est hyper intéressant et passionnant. Et puis, on a prévu une session de 15 minutes à la fin de cette présentation pour animer un débat entre nous et par rapport aux questions qu'aura suscité la présentation de Thibault. Thibault, je vais vous donner la main pour que vous puissiez montrer un peu, donner un aperçu de l'industrie du béton en France. Donc voilà, comme le disait monsieur Eto, donc après un premier atelier donc concernant les tuyaux PEHD dans le domaine de l'eau potable, donc je vais maintenant vous parler, un petit peu d'assainissement et je vais vous présenter quelques arguments en faveur du choix du béton préfabriqué pour des réseaux durables. Donc l'objectif sera également donc de vous donner quelques références, qui vont vous permettre d'aller plus loin sur les sujets qui seront évoqués rapidement, lors de ces petites 45 minutes de présentation. Mais pour commencer, donc quelques mots introductifs sur le CERIB et l'industrie du béton en France, donc de manière générale. Heu, pour être clair sur la terminologie pour commencer, donc on appelle industrie du béton l'ensemble des entreprises qui fabriquent, en usine fixe, des produits en béton destinés au marché, donc du bâtiment, des travaux publics et de la voirie. En termes de chiffres, l'industrie du béton, donc c'est environ 500 entreprises, donc constituées principalement de petites et moyennes entreprises, qui sont réparties sur, l'ensemble du territoire français, donc à travers 738 sites de production. C'est d'ailleurs un point important qui est illustré, donc sur, la carte de qui est présente ici. Cette répartition, donc ce maillage géographique qui permet de garantir la disponibilité des produits sur le territoire. L'industrie du béton, c'est environ 21 millions de tonnes de produits en béton. C'est un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros. Ça représente plus de 18 000 salariés. Et enfin, l'industrie du béton dispose d'un centre technique industriel qui est donc le CERIB. Donc environ la moitié de l'activité du CERIB concerne des activités collectives pour l'industrie du béton qui inclut notamment la réalisation d'études de recherche pour celle-ci. Et l'autre moitié de notre activité, donc ça concerne des activités privées telles que des essais, des notes de calcul, de la formation. Merci. Je pense que c'était important de remettre Heu, le panorama de l'industrie, c'est vrai. je vais encore parler un petit peu panorama, par rapport au marché de l'industrie du béton. L'industrie du béton propose des produits qui peuvent répondre à différents besoins. Donc on retrouve, d'abord les grands éléments de construction, donc ça on pense notamment aux grands planchers, aux éléments de mur et cetera. On a également des petits éléments de construction qui couvrent les blocs, les poutrelles, les entrevous, et les tuiles. Et finalement, on a la partie qui nous intéresse aujourd'hui, disons qui est les produits de travaux publics, de voirie et d'environnement, parmi lesquels on retrouve donc nos tuyaux et produits d'assainissement. En termes de répartition du chiffre d'affaires, donc pour l'industrie du béton, les travaux publics représentent globalement 8 et le bâtiment environ 62. Après ces éléments introductifs, je vais pouvoir un petit peu parler produits en béton pour l'assainissement. Donc un point important dont on entend souvent parler, c'est le renouvellement du réseau. Pourquoi? Parce qu'en France, le réseau d'assainissement, ça représente environ 300 000 kilomètres de canalisation en réseau séparatif, dont un tiers en pluvial, donc soit environ 100 000 kilomètres de pluvial. Et ce réseau, il représente également environ 100 000 kilomètres de canalisation en réseau unitaire. L'ancien réseau français est donc heu, sur ce qui est disponible ici au milieu, où on constate que la majorité du réseau a actuellement entre 25 et 40 ans.
Les investissements qui sont réalisés, actuellement pour le renouvellement annuel effectif, ils représentent environ 400 millions d'euros, qui correspond, environ à 100 millions. 0,65 de l'ordre du patrimoine. 400 millions, oui. Vous Et avez dit si 4 millions. on à 4 millions, désolé, c'est bien 400 millions. C'est donc relativement plus important. Ouais. Et donc si on regarde en parallèle les coûts que l'on peut estimer pour le renouvellement d'un réseau pour une durée de vie donnée, ça correspond à 1,4 par an, pour 60 ans de durée de vie et 0,90 milliards d'euros pour 80 ans de durée de vie. Donc on constate donc qu'une durée de vie de 100 ans minimum s'impose et c'est ce qu'on peut retrouver au niveau de l'industrie du béton, comme c'est indiqué sur cette slide. Donc là, je vous présente sur cette slide les résultats d'une expertise allemande qui précise la durée de vie, indiquée des fabricants, donc ici sur cette colonne, et la durée de vie réelle des produits qu'on constate, sur les projets donc dans la gestion des parcs. Pour les produits en béton, donc on constate bien que une durée effective qui est supérieure en temps, donc ici, durée de vie réelle, par le retour d'expérience qui peut donc permettre de répondre au mieux à l'objectif d'investissement actuel. Donc ça, c'était quelques éléments introductifs donc, par rapport à l'industrie du béton, et par rapport au taux de renouvellement. Maintenant, je vais parler vraiment du corps de ma présentation, où en fait, pour des réseaux durables, il faut des réseaux de qualité. Donc c'est pour ça que par la suite de cette présentation, donc je vais me baser sur la chaîne de qualité des produits préfabriqués en béton, que je présente ici. On va ainsi considérer les différents facteurs qui conduisent à des ouvrages de qualité et je vais pouvoir vous présenter les outils dont dispose l'industrie du béton pour justifier de cette qualité. Et on va donc pouvoir commencer tout d'abord par, la qualité des composants, donc des produits. On dispose pour ce facteur d'un outil que vous connaissez peut-être déjà, qui est la marque NF, dont l'acteur responsable, étant l'AFNOR, donc l'Association française de normalisation. Et donc, quel est l'intérêt de la certification pour les produits? Donc en fait, la marque NF, c'est ce qui a pour objectif de démontrer l'aptitude à l'emploi des produits. Donc on fait appel, pour ça à un organisme notifié, donc qui est le CERIB pour la marque de qualité relative au réseau d'assainissement. Et cette certification, elle impose un contrôle de production, en usine, des essais de type, qui sont réalisés à la mise en place de la certification et des essais réguliers de production qui sont destinés à s'assurer de la qualité de la fabrication des produits dans le temps. Un point très important et qu'il faut bien avoir en tête, c'est la différence entre un produit certifié NF et un produit conforme à la norme NF. Donc en effet, un produit qui est conforme à la norme NF, c'est simplement un produit dont les résultats d'essai sont conformes aux spécifications des normes produits. J'ai mis des captures d'écran ici sur la droite. Donc pour information, c'est la norme 1916 pour les tuyaux en béton et 1917 pour les regards, en béton. Avec un produit certifié NF, c'est un produit qui respecte les spécifications de la norme. Il y a en plus un contrôle du site de production par un organisme notifié avec les différents points que je vous ai expliqués juste avant. Thibaut, juste sur cette question de normes, c'est l'autodéclaratif Oui, de dire qu'on est conforme à la norme NF. c'est, qu'on est justement quand on dit qu'on est conforme à la norme NF, c'est pas de l'autodéclaratif, c'est-à-dire qu'on entre dans un processus de certification avec un contrôle par un organisme tierce partie. Quand on est dans de l'autodéclaratif, on est plutôt sur du marquage CE. Le marquage CE, c'est quoi? C'est ce qui est mis en place, au niveau européen, pour permettre la libre circulation des produits et là, oui, c'est de l'autodéclaratif. On n'a pas de vérification, ce qui est déclaré par les fabricants, au contraire de la marque NF où là, on a un contrôle, des spécifications et contrôle de la production. Donc c'est bien la différence qu'il faut avoir. On dit généralement que la marque NF, ça correspond à un permis de conduire, alors que le marquage CE, ça correspond simplement à une carte d'identité. Et justement, par rapport à cette certification, c'est d'ailleurs ce qui est mis en avant dans le fascicule 70, 1, dont la dernière version a été publiée en mai 2021 pour votre information. Le fascicule 70, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le cahier des clauses techniques générales pour la fourniture, la pose et la réhabilitation de canalisations d'eau à écoulement en surface libre. Et ce fascicule 70, il précise ainsi que pour la réception des produits sur chantier, il est préférable de disposer dans l'ordre de produits
possède une certification F, c'est-à-dire qu'on vient de vérifier, faire des réceptions pour la réception des produits. De produits disposant d'un avis technique fabriqué dans un site titulaire CSTBAT, donc ça c'est une autre marque de qualité qui est gérée par le CSTB. De produits disposant d'une appréciation technique d'expérimentation, donc on parle d'ATEXT ou d'équivalent, donc là c'est dans le cas de produits récents ou innovants. Et à défaut, si on n'a pas de marque de qualité ou si on n'a pas de documents qui permettent de justifier de l'aptitude à l'emploi des produits, l'approbation elle est réalisée par le maître d'ouvrage avec une réception par lot, où là on a des essais complémentaires qui sont amenés à la réception des produits. Quels sont les intérêts de la certification pour le maître d'ouvrage, pour l'architecte, pour l'entrepreneur ou bien le négociant? Donc on peut en distinguer 4. Tout d'abord, la sécurité, parce qu'un produit certifié, c'est un produit qui est clairement identifié apte à réaliser des ouvrages conformes aux règles de l'art en vigueur. Ensuite, la certification, elle permet la confiance envers le produit et un gain de temps à la réception. En fait, donc un produit qui est certifié, c'est un produit qui est régulièrement contrôlé par le fabricant et par l'organisme d'inspection. Donc on n'a pas de réaliser des réceptions quand on reçoit les produits sur chantier. On a un intérêt également pour le respect des clauses relatives au marché et aux assurances, parce que prescrire et utiliser des produits marqués NF, qualifie B, CST-BAT ou un équivalent, c'est avoir l'assurance a priori de respecter des clauses relatives à la conformité des produits. Et enfin, donc la certification, ça représente également une facilité en cas de litige, parce que même si on a une rigueur au niveau des procédures qui sont appliquées, donc les produits, s'ils donnent lieu à un litige, l'organisme de certification, qui peut être le CERIB dans le cas de l'assainissement, il peut intervenir sur simple demande de l'utilisateur pour chercher les causes des défauts observés sur des produits éventuellement. Deuxième facteur qui est à considérer dans la chaîne de qualité, pour les produits préfabriqués en béton, c'est la qualité de la conception. Celle-ci, elle est de la responsabilité du maître d'œuvre, et donc ce maître d'œuvre dispose d'outils tels que le fascicule 70 qu'on a déjà évoqué précédemment, mais il y en a également d'autres tels que le CSTP et le logiciel Auduc Plus, que je vais vous présenter rapidement dans les salles suivantes, mais qui permet le dimensionnement hydraulique et mécanique des réseaux d'assainissement. Je vais commencer par vous donner quelques éléments de terminologie, donc relatifs au regard et aux boîtes de branchement pour commencer. Donc pour information, donc on distingue 3 types de produits suivant leur dimension intérieure. Donc si on a une dimension intérieure qui est supérieure à 1000 mm, on parle alors de regard de visite pour nettoyage. Si on a des diamètres intérieurs qui sont compris entre 800 et 1000 mm, là il s'agit de regard de visite pour nettoyage et inspection dans des circonstances exceptionnelles uniquement. Donc là on peut y avoir accès, mais en équipant une tonne d'arrêt. Et le dernier type de produit, c'est les produits de diamètre intérieur inférieur à 800 mm, où là on parle de boîtes d'embranchement ou d'inspection, donc qui sont typiquement pas branchées sur les canalisations principales généralement. Quelques éléments de conception également par rapport à ces regards, donc qui sont définis dans le fascicule 70, encore une fois, qui, comme je vous le disais, est un document de référence par rapport aux produits d'assainissement. Donc par distance entre regards visitables déjà, donc ils sont affixés par le marché, mais dans tous les cas, cette distance doit être inférieure à 80 mètres. Les regards visitables, donc pour rappel, donc c'est de diamètre intérieur supérieur à 1000 mm. Ils sont obligatoires sur les canalisations de diamètre nominal supérieur à 8, et c'est ce qui indique le changement de pente ou le changement de diamètre nominal. Comme je l'ai évoqué donc au tout début de ce facteur conception, donc un outil important pour le dimensionnement des réseaux d'assainissement, c'est le logiciel Auduc Plus qui est proposé gratuitement sur le site de CERIB. Ce logiciel, il dispose de 5 portes d'entrée qui vous permettent d'accéder aux différents aspects de la conception d'un réseau d'assainissement. Donc on retrouve ainsi les entrées, je collecte, je transporte, j'utilise, je respecte l'environnement et je chiffre, que je vais vous présenter par la suite. Donc tout d'abord, on a l'entrée je transporte, donc une des possibilités de cette entrée, c'est le dimensionnement hydraulique des canalisations de circulaire, en écoulement libre. Ce module, il permet donc en fonction des données dont on dispose, de déterminer un des paramètres indiqués sur cette slide. Donc ça peut être la vitesse de l'effluent, ça peut être le temps, le remplissage, et cetera, et notamment le coefficient de Manning-Strickler, dont on va parler un petit peu par la suite. Pour utiliser ce module, donc les données de projet à récupérer concernent
les plans du réseau, l'implantation des ouvrages, les données pluviométriques. Donc ça va être typiquement les coefficients de Montana que vous pouvez récupérer auprès de Météo France qui vont caractériser les pluies de projet et les débits d'eau usée à faire transiter dans le réseau. Et l'objectif de ce dimensionnement hydraulique va donc être de déterminer généralement les débits d'eau pluviale donc en bassin versant, ce qui va être comme donnée d'entrée pour le dimensionnement des tuyaux d'assainissement. On va avoir également la détermination du volume du bassin de rétention, si on en a besoin. Et finalement, donc on va chercher à définir le diamètre de canalisation à mettre en place, qui va être fonction justement du débit d'eau pluviale en aval du bassin versant. Quelques mots sur le dimensionnement hydraulique, donc sur les méthodologies qui peuvent être considérées. Elles sont définies dans la norme NFEN 752. Et juste pour votre information, mais sans rentrer dans le détail, il y a deux méthodes de calcul qui sont recommandées, donc la méthode Colebrook ou la méthode de Manning-Strickler. La méthode de Manning-Strickler, celle qui est retenue dans le logiciel Odoo+. Et par rapport au calcul de cette, qui est inclus dans cette méthodologie de Manning-Strickler, encore une fois, sans rentrer dans les détails, c'est une formule, mais simplement avoir en tête que les paramètres qui rentrent en compte dans ce calcul, c'est les paramètres géométriques de la canalisation, c'est la pente, également un coefficient d'écoulement de coefficient K, qui est également appelé coefficient de Manning-Strickler, donc vous avez peut-être déjà entendu parler. Qu'il noter pour ce coefficient de Manning-Strickler, c'est qu'il tient compte de différents paramètres, donc il tient compte de la nature de l'effluent, il tient compte des caractéristiques des tuyaux, il tient compte de la qualité de la peau, si on a des contrepentes par exemple. Il tient compte également du point singulier du réseau, si on a des coudes, il tient compte du taux de remplissage, de la qualité et de la périodicité de l'entretien, et du vieillissement des ouvrages résultant des effluents du trafic des sols. Mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce coefficient de Manning-Strickler, il prend comme valeur une valeur comprise entre 70 à 90, et ce, quel que soit le matériau constitutif du réseau. Et c'est d'ailleurs ces valeurs qui sont préconisées dans la norme NFEN 752. Il faut donc avoir en tête que le coefficient d'écoulement, ce n'est pas un facteur discriminant, comme on pourrait le penser. Donc on a toujours cette valeur comprise entre 70 et 90 qui doit être considérée. Dans l'entrée je transporte, donc après le dimensionnement hydraulique, on a le dimensionnement mécanique des canalisations. Simplement vous préciser que Odoo+, c'est un logiciel multimatériaux qui permet de considérer tout type de constitutif des réseaux d'assainissement. C'est un outil qui est conforme au fascicule 70.1, comme je l'ai dit, donc la dernière révision qui date de 2019. C'est un logiciel qui permet de considérer les canalisations posées sous voie ferrée, donc avec une méthodologie de calcul qui est conforme aux préconisations de la SNCF, et il permet de considérer également les canalisations posées sous voie de tramway. Et de plus, pour les réseaux en béton, donc il y a possibilité de considérer différentes configurations de poses. Donc on a certaines classiques comme la pose en tranchée, mais on a également d'autres types de poses qui sont un petit peu plus particulières, comme je pense à la pose en tranchée asymétrique. On peut avoir également la pose en dépression ou bien la pose sous voûte ou sur berceau. Voilà, le logiciel Odoo+ permet pour les tuyaux en béton de réaliser considérer ce type de pose spécifique. On a différents paramètres qui vont donc influer sur le dimensionnement mécanique. On pense notamment au type de pose, à la qualité du sol en place, de l'enrobage ou aux charges de surface qui peuvent être considérées. Mais un point d'attention qui est à avoir lors de la mise en œuvre, c'est l'enrobage, notamment la partie qui est située ici, la partie l'assise du tuyau, qui conditionne en fait l'angle d'appui du tuyau et qui va conditionner le dimensionnement mécanique des réseaux d'assainissement. Cependant, on peut noter que pour les tuyaux en béton, ils sont relativement peu sensibles aux conditions de mise en œuvre. C'est ce que j'ai fait sur la droite ici, où je vous ai mis deux types de qualité en enrobage, donc de G1, G4, du plus qualitatif entre guillemets au moins qualitatif, et deux types d'étiquetage de QT1 à Q5D2, donc du plus qualitatif encore une fois au niveau compactage au moins qualitatif. Et on constate dans les deux cas que pour les tuyaux en béton, on a la même classe de résistance qui est requise. Donc tuyau de classe 135A dans les deux cas. La porte d'entrée je collecte, donc c'est celle qui va permettre de réaliser le dimensionnement à partir des données du bassin versant, c'est-à-dire avant le réseau. Ce module il permet donc de calculer le débit en aval d'un bassin versant,
Il permet le dimensionnement d'un bassin de rétention éventuellement si besoin. Il permet également la détermination du diamètre d'un orifice de régulation et une un petit peu plus récente est la possibilité de déterminer la perméabilité d'un revêtement drainant, ainsi que de l'épaisseur de la couche de stockage sous-jacente, éventuellement si on veut par exemple constituer des chaussées à structure réservoir. Auduc Plus, c'est également une porte d'entrée jeu chiffre. Donc cette porte d'entrée, elle constitue un module de coût qui permet une comparaison chiffrée de différentes solutions. Donc ce module, il intègre les dimensions de la canalisation, les caractéristiques des sols, de la tranchée et les différents coûts unitaires qui sont variables. On a ensuite une porte d'entrée je respecte l'environnement, donc ça concerne ces deux points-là, qui permet, comme son nom l'indique, de réaliser un calcul d'impact environnemental qui intègre les données d'un chantier béton. Il est en plus possible d'utiliser un démonstrateur environnemental qui permet une comparaison multimatériaux de l'impact environnemental d'un projet. Ce démonstrateur environnemental donc, qui considère les différents indicateurs environnementaux existants, donc on pense à l'impact carbone qui est généralement considéré, mais pas que. Donc on retrouve par exemple des indicateurs d'épuisement des ressources non renouvelables, des indicateurs de consommation d'eau, etc. Si vous voulez aller plus loin, dans tous les cas, tout est indiqué dans le logiciel du plus. Vous avez ces indicateurs-là qui sont précisés. Par ailleurs, ce qui est à noter, c'est que ce démonstrateur environnemental-là, il est basé sur une étude qui est nommée qualité environnementale des réseaux. C'est ce que je montre sur la slide d'après. Donc c'est une étude dont le rapport est disponible sur le site du CERIB, qui est multi-étapes et multi-critères. Donc c'est-à-dire qu'elle inclut toutes les étapes du cycle de vie, de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du réseau. Et elle considère les différents critères, donc elle considère les différents indicateurs d'impact, donc elle en considère 7 pour évaluer l'impact environnemental des réseaux d'assainissement. Ce qui est noté également par rapport à cette étude de qualité environnementale des réseaux, c'est qu'elle a fait l'objet d'une revue critique, c'est-à-dire que l'ensemble des parties prenantes ont validé les données qui sont considérées dans l'analyse et elle met clairement en évidence les atouts environnementaux des réseaux d'assainissement en béton et leur bon positionnement par rapport aux autres matériaux. C'est présenté dans le tableau ici. Donc on constate que les indicateurs sont soit verts, c'est-à-dire significativement moins impactants, bleu, donc là ça correspond à des actes équivalents par rapport aux autres matériaux. Donc cette équivalence est en prenant en compte une incertitude de calcul comprise entre 20 et 30%, qui est reconnue par les ACVistes. Sur ce volet environnement, l'industrie du béton met également à disposition des différentes parties prenantes des fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui permettent d'être transparents sur les zones environnementales. Donc on a 2 fiches qui sont en accès libre sur la base Ignes sur internet, pour 2 types de produits, que le tuyau d'assainissement en béton de diamètre nominal 400 et le regard de visite en béton. Donc pour conclure sur ce logiciel, donc logiciel Auduc Plus, qui présente tous les modules que je vous ai présentés juste avant. Donc c'est un logiciel qui est téléchargeable librement sur le site du CERIB. Et on a également une version en ligne qui existe à www.auducplus.fr. Donc dans tous les cas, on est à votre disposition au CERIB pour répondre à toutes questions que vous auriez par rapport à l'utilisation de ce logiciel. Donc n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Troisième facteur, par rapport à la chaîne de qualité pour les produits préfabriqués en béton, c'est la qualité de la mise en œuvre, qui est donc de la responsabilité de l'entreprise, mais on a là encore des outils pour vous accompagner. Donc des outils que peuvent être le fascicule 70 encore une fois, mais également un carnet de chantier qui a été établi par le CERIB. Ce carnet de chantier, c'est la publication DP88, qui est encore une fois disponible gratuitement sur le site du CERIB. Cette publication, elle reprend les préconisations du fascicule 70.1. Sans entrer dans le détail, voilà, on retrouve donc par exemple des éléments sur les largeurs de tranchées qui sont recommandées pour un bon compactage, on retrouve des éléments sur les modalités de mise en œuvre de l'enrobage, on retrouve des éléments sur les modalités de retrait des blindages par exemple. Mais voilà, tout un tas d'informations une fois, donc toute cette documentation permet donc de réaliser une mise en œuvre de qualité.
Finalement, donc un facteur qui est très important, donc un dernier maillon très, très important, c'est, la qualité de la réception. Cette réception-là, elle est réalisée par un organisme de contrôle et elle peut s'appuyer encore une fois sur le même document qui est le fascicule 70, sur des guides, donc notamment un guide du CERIB et sur des normes de référence. Donc en fin de chantier, donc par rapport à la réception, donc il convient de réaliser des essais avant de prononcer la réception. Donc on distingue principalement 3 types de contrôles, que sont le contrôle de compactage, donc pour vérifier la qualité de l'enrobage des canalisations. Le contrôle d'inspection visuelle ou télévisuelle qui permet d'observer les défauts internes éventuels, donc par exemple des fissurations dans les tuyaux. Et enfin, on a le contrôle d'étanchéité qui lui permet donc de s'assurer que l'ouvrage est étanche. L'ensemble des contrôles-là, des contrôles qui sont à réaliser sur les ouvrages et dans l'application D19 du CERIB qui est disponible en téléchargement gratuit sur le site du CERIB encore une fois. Je vous ferai un petit récap sur, une slide finale où vous aurez toutes les numérotations et toutes les publications de référence. Ce qu'il faut noter par rapport à ces contrôles, c'est qu'ils doivent être réalisés par un organisme indépendant de l'entreprise de pose et que cet organisme doit être accrédité COFRAC pour les essais de réception des réseaux. C'est ce que précise d'ailleurs l'arrêté du 1 juillet 2015, sans rentrer dans les détails, voilà, précise qu'il devait un marché, donc que les stations devaient faire l'objet d'un contrat spécifique entre le et un organisme accrédité et indépendant. Et ces éléments-là sont également précisés dans un commentaire technique de cet arrêté du 21 juillet 2015 qui vient insister sur, l'aspect du contrat spécifique, qui vient rappeler les différents contrôles réalisés, de d'étanchéité, de contrôle de bonne exécution des fouilles, sous-entendu, bon comptage et le contrôle d'inspection visuelle ou télévisuelle. Et enfin, ce commentaire technique de l'arrêté du 21 juillet 2015 précise des documents de référence qu'il faut avoir en tête par rapport aux essais préalables à la réception. On retrouve le fascicule 70 pour les réseaux d'assainissement. On a une norme qui est la norme NFEN 1610 pour ces essais de réception. Et on a également un guide technique de l'AST qui existe, donc qui date de 2014. Globalement, ce qu'il faut avoir en tête par rapport à ces essais préalables à la réception, c'est que tous les réseaux sont concernés, que ce soit les réseaux d'eau usée ou les réseaux d'eau pluviale. Le maître d'ouvrage, il doit traiter un marché qui est indépendant de celui des travaux pour le compactage, pour l'inspection visuelle ou télévisuelle et pour l'étanchéité. Les essais, donc, ils doivent être réalisés par des organismes indépendants de l'entreprise. C'est ce qui est rappelé dans l'arrêté du 21 juillet 2015. Quelques points concernant le compte, ces essais donc préalables à la réception, sans rentrer dans le détail encore une fois. Par rapport à au contrôle de compactage, l'objectif c'est les essais de compactage des couches, donc en fonction des exigences qui sont fixées dans le CSTP travaux, du fascicule 70.1 qui est que les épaules de compactage sont sur toute la hauteur du remblai proprement jusqu'au lit de pose. Donc on doit faire cette vérification-là au niveau du réseau d'assainissement. Par rapport à l'étanchéité, donc il faut avoir en tête que l'épreuve doit toujours être réalisée après vérification de la conformité topographique et géométrique de l'ouvrage et après remblaiement total des tranchées. Ce contrôle, il s'effectue par tronçon sur tout le réseau. Le choix de la méthode d'essai, elle est dans tous les cas définie par la maîtrise d'ouvrage. Et ce qu'il faut en tête, c'est différents choix pour la méthode d'essai. L'essai, ils peuvent être réalisés soit à l'air, soit à l'eau, mais dans tous les cas, l'essai à l'eau fera. Je vais terminer par un mot pour exprimer l'importance de cette réception. Là, je vous ai mis la conclusion d'une étude statistique qui a été menée par le CERIB sur des réseaux de différentes communes, qui précise que les dégradations peuvent être constatées à court terme à la pause ou dans les périodes immédiatement après. Donc ça met en fait en évidence l'importance qu'il faut réaliser une bonne qualité de la pause et que les contrôles préalables à la réception, c'est ce qui permet de détecter cette pause donc à court terme. Donc si on réalise l'observation des défauts éventuels à court terme, on n'aura donc pas de défauts à long terme. Exemple 88 qui donne des indications pour rechercher l'origine des défauts éventuels qu'on peut observer sur des canalisations.
Sans rentrer dans des détails, c'est des outils qui permettent de vous accompagner pour détecter justement ces défauts à court terme. Et donc je vais terminer par rapport aux différents points clés qu'on peut observer qu'on peut qu'on peut retenir de ma présentation. Simplement vous dire que des réseaux d'assainissement en béton durable, ça met en jeu donc une qualité des composants. La qualité des composants par rapport à l'industrie du béton, donc elle est dans un premier temps liée à la préfabrication en usine, c'est-à-dire qu'on peut avoir une maîtrise de la qualité des produits par des process qui sont bien définis. La qualité des composants, elle est également liée à la marque NF. Donc on l'a évoqué, une marque NF, c'est quelque chose qui permet d'alléger la procédure de réception des produits sur chantier. On a un deuxième point par rapport à la qualité, donc la qualité de la conception. Donc pour ça, vous avez un outil qu'on vous propose, c'est le logiciel Odoo+, qui permet de faciliter la conception des réseaux, et ce logiciel-là s'appuie sur les référentiels existants. Donc on pense notamment au Facil 70. Et donc l'industrie du béton, par rapport à cette qualité de la conception, donc elle met en place également, elle met à disposition des données environnementales pour les produits qui permettent de vous accompagner sur le volet, conception environnementale. Et enfin, donc par rapport à la qualité de la pose et de la réception, donc le CERIB met à votre disposition, un guide de bonne pratique, qui est basé sur des référentiels existants. Et il y a également la notion de bonne réception à avoir en tête, qui permet de garantir la durabilité des réseaux à long terme. Donc voilà pour cette présentation. Comme je vous le disais, donc par rapport aux outils, par rapport aux publications qu'on vous met à disposition, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc je vous ai mis mon adresse et mon numéro de téléphone. On est à votre disposition pour répondre à toute question que vous auriez, que ce soit maintenant, juste après cette présentation, ou par la suite, donc dans votre usage de tous les jours. Merci Thibaut. Faut vraiment retenir la chaîne de qualité que vous avez voulu mettre en avant pour des réseaux durables. Vous aurez la possibilité, je le rappelle, de télécharger cette présentation, de récupérer vos coordonnées après cette session. Je vois qu'il y a quelques questions qui ont été posées. Une concernant notamment comment on fait le contrôle d'étanchéité. C'est un point que vous avez abordé dans des diapos juste un peu avant. Et Oui, si vous pouvez revenir dessus, juste pour reposer la question sur vous, quelle méthode vous préconisez entre c'est ça. l'étanchéité par air ou par eau. J'imagine que l'étanchéité par air est plus facile à mettre en œuvre que l'essai par eau. C'est ça. Donc, comme je l'ai précisé sur la slide, c'est que l'essai peut être réalisé soit à l'air, soit à l'eau. Il se peut que parfois on ait des défauts marginaux qu'on observe à l'air. Donc dans ces cas-là, c'est ce qui est précisé dans la norme NF 1610. Elle précise qu'on peut compléter l'essai à l'air par un essai à l'eau. Et donc si ce défaut est marginal et que l'essai à l'eau est conforme, dans ces cas-là, on a la validation de l'étanchéité qui est menée par l'essai à l'eau. Donc dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, tous les éléments de méthodologie d'essai sont précisés dans la publication du CERIB DP 99. Qui est notamment fait en lien donc, avec la norme NFE 1610, qui est la norme de référence et qui précise toutes les modalités d'essai, que ce soit pour l'essai à l'air ou l'essai à l'eau. On a un complément sur cette question-là, sur les diamètres, jusqu'à quel diamètre doivent être faits les essais d'étanchéité sur les canalisations en béton? On n'a pas de diamètre spécifique qui sont Ah, c'est fixés à sur ma tout type de diamètre. connaissance. Voilà, c'est sur tout type de diamètre, sur tout le tronçon. Donc, et que ce soit de l'eau pluviale ou de l'eau pluviale, comme c'est indiqué sur la slide ici. Ouais. Après, on a une question sur pareil, toujours sur les essais de compactage. Donc, et là, c'est une interrogation plus qu'une question. C'est à quoi sert de descendre à 40 cm en dessous du lit de pose, qui est une des dernières exigences COFRAC, sans même la possibilité d'interpréter les résultats. Ouais. En fait, c'est la qualité du remblai, c'est une donnée qu'on prend en compte dans le dimensionnement mécanique au niveau du logiciel Odoo+. Donc c'est vrai que si on n'a pas la donnée
la bonne donnée, comme je vous le dis, la qualité de compactage, on va de Q4 T1 à Q5 T2. C'est une donnée qui est prise en compte dans le dimensionnement mécanique. Donc si on n'a pas cette donnée-là, si on ne peut pas s'assurer qu'on a cette bonne vérification qui est menée, bah, le calcul ne va pas être très conforme. Donc je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais c'est dans un intérêt d'avoir les bonnes données par rapport au dimensionnement mécanique. Ouais, d'accord. Si Gilas, vous avez réponse à votre question, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans le chat. Alors, j'ai une autre question qui concerne les risques H2S. Quelles sont les dispositions de la norme pour limiter ces risques? On n'a pas de disposition de la norme qui Ouais. existe par rapport à ça. La problématique d'H2S, elle est connue. On a notamment des rapports du CEREB qui existent sur ce sujet-là. On a simplement des préconisations qui existent pour évacuer et permettre d'éviter cette problématique de H2S-là. On pense notamment aux pentes qui permettent d'évacuer notamment le gaz qui s'écoule de l'amont vers l'aval, tel un fluide. Donc si la personne en question a besoin d'un peu plus d'informations sur le sujet, on a des préconisations qui ont été établies par le CERIB dans un rapport dédié. Vous pouvez revenir vers moi donc à l'adresse que je vous indiquais ou par téléphone, et puis je pourrais vous communiquer les éléments plus en détail. Parce que il y a vraiment deux facteurs importants dans le H2S, c'est le risque humain, donc c'est C'est ça. dangereux pour les risques d'intoxication, et puis un risque sur la corrosion des éléments. C'est ça. Si on n'évacue pas ce gaz qui peut se concentrer au niveau des parois, on va avoir une problématique d'acide qui va se créer, et donc on va avoir une agression des parois. Donc c'est pour ça qu'on a des bonnes préconisations qui existent. Si le réseau est bien conçu, il n'y a pas de problématique de HGS au niveau des produits en béton. OK. Autre question, si la qualité de la pose n'est pas au rendez-vous, il est peut-être plus intéressant de se tourner vers un matériau qui accepte plus les mauvais poseurs. Nous n'avons pas vraiment la main sur les états des marchés publics si on doit être objectif. Quel réel avantage aura le béton sur ces autres matériaux plus légers et laissant plus de souplesse à la mauvaise pose? Justement, c'est ce que je vous indiquais par rapport à l'exemple que je vous ai montré par rapport à la qualité de la pose. Les produits en béton, globalement, ils sont quand même relativement tolérants sur cet aspect qualité de la pose. Je vais vous remettre la slide que je vous ai mis tout à l'heure. Alors, je la remette bien ici. Donc globalement, si on considère des enrobages de plus ou moins bonne qualité, des qualités de compactage de plus ou moins bonne qualité, j'ai mis l'accent sur le fait qu'il faille réaliser une bonne assise, parce que c'est quelque chose qui est important. Mais dans tous les cas, on voit qu'on a peu d'influence des conditions de mise en œuvre quand même sur la classe de résistance minimale d'un tuyau en béton. Dans tous les cas, comme je vous le disais, si vous voulez faire le comparatif dans votre vie de tous les jours entre différentes solutions, que ce soit en béton préfabriqué ou en autres matériaux, vous pouvez regarder le logiciel Loduc Plus qui va vous permettre, en fonction de vos données de chantier, de réaliser un calcul rapide, de voir l'influence des différentes conditions de mise en œuvre sur votre dimensionnement. Mais dans tous les cas, voilà, on voit qu'avec l'exemple que le matériau béton est quand même relativement peu sensible aux conditions de mise en œuvre. OK. Donc, il compense un peu les défauts de qualité de pose. Sur ce logiciel de mise en œuvre Oduc Plus, il est mis à jour régulièrement. Vous avez parlé tout à l'heure d'un chiffrage possible. Est-ce que les bases de chiffrage sont mises à jour régulièrement? Alors les bases de chiffrage, ça fait un moment que ça n'a pas été mis à jour. Quand je pense mise à jour, actuellement, c'est plus des mises à jour de données techniques. Vous évoquez tout à l'heure le fascicule 70. Il y a des révisions qui ont été menées par rapport au fascicule 70. Il y a notamment des mises à jour qui ont été faites au niveau des largeurs de tranchées, qui sont à mettre en œuvre pour un bon compactage. C'est le genre d'exemple, c'est le genre de en tout cas, on met à jour le logiciel Oduc Plus par rapport aux mises à jour de documentation technique. Donc il y a le fascicule 70, il y a le mémento technique de l'AST, pour ceux qui le connaissent, qui a été récemment «publié» entre guillemets. Là, c'est plus pour le dimensionnement des bassins de rétention.
Mais voilà, toutes ces mises à jour techniques, on les fait régulièrement. C'est pour ça que même pour ceux qui connaissaient le logiciel Odoo avant le Odoo Plus, on avait des anciennes versions, qui existaient, mais oui, ce logiciel-là est régulièrement mis à jour sur le volet technique. Donc, on est bien d'accord, ce n'est pas un chiffrage économique, c'est un chiffrage La technique. partie jeu chiffre, Ouais, si la partie jeu chiffre, c'est un chiffrage économique. Quand je vous parle de la partie technique, c'est plus les parties jeu collecte, jeu transporte. ouais, d'accord. Donc Et sur la, les chiffrages, sur la partie oui, chiffrage économique, vous avez des mises à jour des bases de tarifs ou comment ça fonctionne? on a des coûts unitaires qui peuvent être rentrés dans la partie jeu chiffre. Et Ouais, donc en fonction des données que va rentrer l'utilisateur, des données que lui, il peut avoir par rapport, par exemple sur sa région, sur la distance, de transport des produits jusqu'au chantier, bah, voilà, c'est des données que peuvent rentrer les utilisateurs, des coûts unitaires et cetera, qui vont permettre de réaliser le calcul à l'échelle projet et pouvoir comparer différents matériaux, par exemple. d'accord. Donc, C'est pas des bases de données qui c'est sont pas une fournies, base de tarifs que vous avez, vous, implémentée dans le système, c'est c'est ça, la personne qui peut, elle, ajouter ces éléments pour son projet, en exactement. fonction des devis qu'elle a reçus ou des offres qu'elle peut avoir en main. Ou des tarifs habituels sur la région, par exemple, hein. D'accord, Ouais. ok. Donc, on a un commentaire de Dominique Labeille sur le fait de mentionner les fascicules 70 comme comme base technique essentielle. Donc, effectivement, c'est un peu j'ai envie de dire pour vous, c'est le b.a.-ba, les C'est fascicules. ça. Hein. C'est une bible entre guillemets pour les Ouais. réseaux d'assainissement et c'est notamment ce qui est considéré donc on l'a bien vu sur les différents maillons de la chaîne de qualité des ouvrages, que ce soit de la qualité des produits jusqu'à la réception, donc c'est un document de référence qu'il faut avoir en tête. Mais bon, à interpréter ce commentaire, peut-être que c'est effectivement important de revenir aux bases et revenir aux éléments essentiels des constitutions des réseaux. Merci Thibaut, merci à tous. À bientôt pour la plénière de clôture. Merci.